Alors après tous ces déboires techniques, nous allons pouvoir aborder et commencer avec quasiment 50 minutes de retard la présentation du manuel Lao-Tzu. Donc je vais enregistrer cette webconférence. Voilà, bienvenue aux deux personnes qui sont arrivées. Voilà, donc soyez les bienvenus. Pour les personnes qui viennent de me rejoindre après ces quelques déboires techniques. Donc je voulais vous parler ce soir donc, du manuel Lao-Tzu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un manuel donc, qui traite d'une nouvelle fréquence de guérison, une fréquence vibratoire, qui peut se comparer donc au Reiki. Et je souhaitais en profiter par la même occasion donc, pour vous remercier pour tous vos commentaires sur la chaîne ActiveZen. Et toutes les suggestions que vous me proposez pour faire évoluer la chaîne ActiveZen. Donc bienvenue à ceux qui arrivent, vous commencez à être nombreux, donc c'est formidable. Donc pour ce qui est de la fréquence Lao-Tzu, je ne sais pas si vous avez déjà reçu un soin énergétique de type Reiki, magnétisme ou autre, mais c'est une fréquence qui est tout à fait nouvelle et originale et que j'ai eu l'occasion d'expérimenter moi-même, étant donc enseignant Reiki. J'ai voulu découvrir cette nouvelle fréquence. Donc j'ai eu la chance d'avoir un soin, et au travers de ce soin, je me suis rendu compte qu'effectivement la fréquence était très différente du Reiki. Et non seulement elle était différente du Reiki, mais elle était plus vibratoire, donc elle me permettait d'accéder à d'autres sensations sur le plan physique, émotionnel, et ces autres vibrations, donc ces autres réceptions de sensations, m'ont tout de suite fait comprendre que j'avais affaire à une fréquence très différente. Alors, vous décrire ce que j'ai pu ressentir, je le fais dans le manuel. Aujourd'hui, je vais vous transmettre juste les points clés qui m'ont aidé à vivre cet événement-là. Donc les points clés sont les suivants. Lors de ce soin, donc Lao-Tzu, qui a duré 45 minutes, j'ai été donc projeté dans un moment de ma vie qui était la naissance. Et à ce moment de ma naissance, j'ai pu voir donc effectivement dans quelle difficulté ma venue au monde s'était déroulée. Et ça m'a permis de prendre conscience par la suite de tout ce qu'il allait me falloir dépasser pour accomplir donc ma mission de vie. Donc cette première connexion à cette visualisation de ma naissance a été donc très importante et m'a donné, si vous voulez, deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'était donc la difficulté d'incarnation, qui s'est avérée exacte, je dirais, durant les 40 premières années de mon existence. Donc naissance difficile, incarnation difficile, avec des perceptions compliquées à comprendre, puisqu'il n'y avait personne autour de moi, je dirais, en mesure de m'expliquer les perceptions extrasensorielles que je pouvais avoir. Donc comme beaucoup de personnes qui canalisent, dans la petite enfance, j'ai surtout eu très peur de ces premières perceptions. Donc lors de ce soin Reiki, de ce soin Lao-Tzu, excusez-moi, que j'ai eu, j'ai donc compris que ma difficulté d'incarnation avait débuté avec ma naissance. Ensuite, j'ai compris dans un second temps qu'il s'agissait aussi peut-être d'une renaissance, d'une façon de recommencer ce chemin de vie avec un autre niveau de conscience. Et c'est pour ça que dans le Lao-Tzu, lorsqu'on reçoit de l'information, c'est souvent de l'information à plusieurs niveaux. Merci Valérie pour vos encouragements. Et ces informations à plusieurs niveaux permettent de comprendre toute la complexité d'un chemin spirituel. Donc difficulté de naissance, difficulté d'incarnation et aussi encouragement quant à cette seconde naissance. Et grâce à Lao-Tzu, j'ai fini par accepter cette deuxième naissance
dans une vie plus spirituelle et plus consciente. Deuxième élément important et structurant du soin Lao Chi que j'ai eu à vivre a consisté, merci pour ces petits cœurs, a consisté à recevoir une certaine forme de visite astrale, spirituelle, d'un être de lumière qui était très incarné pour le coup dans cette dimension astrale et qui était donc un Chinois très âgé, avec un sourire extraordinaire de compassion. Et ce qui m'avait perturbé dans cette connexion, c'est le fait d'avoir remarqué que ce Chinois portait un chignon. Et je ne savais pas donc d'où venait ce visage. Est-ce que j'hallucinais tout simplement durant le soin Lao Chi que j'étais en train de recevoir, ou est-ce qu'il y avait une réalité spirituelle derrière? Et ce visage a disparu, et au bout de quelques minutes, ce visage est réapparu de manière beaucoup plus pressante, et tellement présente que je me suis donc reculé sur le matelas sur lequel j'étais, et ça m'a donc conforté dans l'idée que je n'étais pas en train d'halluciner, il y avait vraiment ce visage souriant, compassionnel qui était devant moi. Donc à partir de là, le soin s'est déroulé, d'autres sensations ont émergé, et un peu plus tard, donc quand le soin s'est arrêté, la personne qui m'a fait le soin m'a demandé mon ressenti, donc je lui ai expliqué que j'avais vécu ces deux renaissances, la renaissance physique liée à mon parcours d'incarnation, et cette renaissance spirituelle qui m'annonçait un nouveau chemin de vie, et aussi donc l'apparition de ce visage en 3 dimensions, très lumineux, d'un Chinois ou d'un Asiatique très âgé, qui portait un chignon. Donc elle m'a dit qu'elle ne savait pas à quoi correspondait cette vision que j'avais eue de cet Asiatique âgé, mais néanmoins, si je souhaitais en savoir un peu plus sur le Lao Chi, donc il y a de ça plus de 5 ans, elle m'a transmis son manuel de l'époque, qui était donc quelques feuilles photocopiées, avec en couverture, bonjour Marie, avec en couverture donc la représentation de, de Lao Tse. Alors ce sourire de Lao Tse, comme dit Marie, a été aussi un soin spirituel, parce qu'effectivement, quand quelqu'un vous sourit avec autant d'amour, dans l'astral, ça impacte sur tous les plans, sur le plan de la conscience, sur le plan physique, et effectivement, ça a été, je pense, aussi un soin de l'astral me concernant, via ce visage qui ressemblait étrangement à Lao Tse, puisque sur la couverture du manuel de mon ami, il y avait donc la photo de Lao Tse. Enfin la photo, la représentation plutôt, le dessin de Lao Tse. Merci Valérie pour ces encouragements. Donc c'est ma première prestation en direct. J'ai bien l'intention de recommencer cette prestation prochainement et de le faire de manière plus efficace. Donc c'est tout l'intérêt d'expérimenter ces nouveaux outils de communication à distance, même si je ne suis pas très à l'aise, hein, je préfère voir les gens en direct. Donc voilà, mon expérience avec le Lao Chi a commencé comme ça, un soin très différent du soin Reiki, du soin magnétique que j'avais pu recevoir auparavant. Et merci Valérie, effectivement, il faut bien commencer, c'est le meilleur moyen de progresser. Et au-delà du soin, donc j'ai pu comprendre que j'avais bénéficié d'un soin à plusieurs niveaux, un soin multidimensionnel. Et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui quand je pratique le Lao Chi en tant qu'accompagnant. J'ai tendance effectivement à canaliser parfois de l'information pour la personne, parfois de l'information pour moi. Et j'ai bien le sentiment que le processus de guérison se fait à plusieurs niveaux. À mon niveau déjà, puisque je réceptionne de l'information, au niveau de la personne qui réceptionne sa propre information, et entre nous deux, il y a donc cette relation qui génère elle-même de l'information. Donc c'est bonjour Stéphane, bienvenue. Voilà, je valide les invitations puisque d'autres personnes se joignent à nous. Et donc ce soin Lao Chi est par définition, bonjour Stéphane, ce soin Lao Chi est donc par définition un soin multidimensionnel. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui quand je pratique ce soin. Alors pour toutes les personnes qui sont je dirais, rationnelles, comme moi je le suis, hein, puisque
j'ai beau être spirituel, j'ai aussi une grande part de rationalité. Je ne peux pas tout expliquer, je ne peux pas tout m'expliquer. La beauté d'un accompagnement énergétique se situe au niveau de, je dirais, de la spiritualité, donc de la conscience, et c'est un niveau qu'il est très difficile de transmettre, de partager. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit donc ce manuel, parce que toute la difficulté, bonjour Régis, de toutes les personnes qui pratiquent l'accompagnement spirituel consiste à traduire en mots, et avec les mots du mental, euh, tout ce parcours, bonjour Régis, tout ce parcours spirituel. Donc on a beau écrire, on a beau faire des conférences, participer à des salons, les mots sont malheureusement très 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 loin de la réalité objective, ressentie et vécue lors d'un accompagnement énergétique et spirituel. Donc c'est toujours propice, je dirais, à du jugement, à de la critique, qui sont légitimes, hein, mais qui sont toujours réducteurs. Donc comment faire la part des choses quand on va voir un thérapeute, énergéticien, un accompagnant, un hypnothérapeute, entre la part de l'illusion, de la part de l'imaginaire, et la part de, je dirais, de l'interprétation qu'on peut avoir de l'accompagnement. Ben, j'ai envie de dire, c'est d'abord votre ressenti qui doit vous guider, idéalement. Votre intuition, si vous en avez une qui est bien développée, écoutez-la. Elle est souvent source de vérité. Au-delà de ça, bien sûr, on ne peut pas échapper à nos modélisations, à ce que j'appelle les croyances prédictives et celles qui sont autoréalisatrices. Donc en clair, quand vous allez voir un guérisseur ou un accompagnant, si vous êtes convaincu qu'il a les capacités de vous accompagner vers la guérison, il y a de fortes chances que la guérison émerge. Si vous êtes convaincu du contraire, il se peut que la guérison n'émerge pas. Donc j'aime bien l'idée de co-création. Et le Lao-Chi m'a vraiment conforté dans cette perception des choses. Lorsque j'ai débuté mon chemin d'accompagnant, je pratiquais beaucoup le Reiki et j'étais convaincu que c'est moi qui guérissais les personnes, que c'est le fait d'apposer les mains, d'avoir la bonne intention, d'être, je dirais, sincère dans ma démarche, euh, qui allait déclencher la guérison. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. L'intention est essentielle, la démarche est essentielle, bien sûr, mais la croyance en une capacité suprême de guérison est une illusion pour moi. Une illusion parfois nécessaire, parce que la personne qui vient vous voir a besoin de croire en cette illusion de capacité de guérison que vous avez, et parfois ça suffit à la guérir. Donc ce n'est pas négligeable que de laisser flotter cette croyance en la personne, qu'a la personne en vous, parce qu'elle est un vecteur de guérison. Alors, est-ce que c'est ça qui guérit? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça y contribue. Alors, au-delà de ça, il y a donc l'aspect personnel qui consiste à dire je vais vous guérir et je vais pratiquer une technique ou me connecter à votre âme, à votre conscience, obtenir de l'information juste et vous la retransmettre, soit par une voie magnétique, soit par un échange tout simplement verbal, qui consiste à utiliser les mots justes, qui sont des structures alchimiques et vibratoires qui vont déclencher la guérison, la prise de conscience chez la personne. Donc tout ça, c'est une affaire d'information. Et c'est toute la difficulté, justement, que d'accéder à cette information et de la retranscrire. Alors, la beauté de la fréquence énergétique, qui est la Uchi ou magnétique, c'est qu'on se libère des mots et qu'on se libère de la limitation du mental et de l'ego. Après, les gens ont besoin de comprendre. Ils ont ressenti des choses, il y a un mieux-être, et ils ont un peu peur que ça ne dure pas, que ça échappe au cadre thérapeutique, qu'une autre de leurs croyances limitantes vienne briser le côté positif du soin qui leur a été transmis. Donc pour ça, ils ont besoin de comprendre, et c'est là où je dirais, on prend le risque, eh bien, soit de nourrir leur anxiété, soit de leur donner des informations qu'ils vont interpréter de manière limitante et qui va interrompre ou, je dirais, bloquer le processus de guérison, qui n'est pas un processus one-shot. C'est un processus évolutif, la guérison. Donc, même s'il y a un mieux-être, la guérison se fait au fil du temps.
Donc, par les prises de conscience, certes, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi tout un processus de reconnexion à soi qui est le seul légitime, en fait, capable de pérenniser ce phénomène de guérison. Donc la guérison, elle est physique, mentale, émotionnelle, et idéalement, elle est les trois à la fois. Alors pourquoi une guérison est pérenne et pourquoi elle ne l'est pas? Alors, elle ne l'est pas, de mon point de vue, parce que le libre arbitre de la personne s'exprime. Euh, et il est intéressant que ce libre arbitre le fasse. Voilà, je vérifie parce que voilà, il y a toujours des demandes d'invitation que je valide. Voilà. Donc, la guérison donc, est une création commune et elle peut durer si la personne a aligné son être profond, donc qui s'exprime au travers de son incarnation, mais pas seulement, et la guérison s'interrompt quand la personne, je dirais, s'accroche à ses croyances, revit les mêmes causes, alimente les mêmes causes, et in fine, finit par se dire, bah, j'ai vécu un moment, certes, intéressant de guérison, mais finalement, je ne suis pas prêt à l'accueillir totalement dans ma vie. Donc là, en tant qu'accompagnant, on mesure les bénéfices cachés, les bénéfices induits que peut générer ce phénomène de guérison. Je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer tout ça. C'est le cas d'une personne âgée, par exemple, qui se plaint d'arthrose, d'arthrite, et qui a beaucoup de mal, à, après avoir fait les commissions, à monter ses courses chez elle au troisième étage, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a mal partout, et qui régulièrement, lorsqu'elle arrive dans l'immeuble, croise un de ses voisins qui se fait un plaisir de l'accompagner, de monter ses courses chez elle. Et pendant qu'il l'accompagne avec ses courses, ils discutent, ils échangent, et elle se sent vivante, elle se sent présente. Puis un jour, ce voisin lui dit, vous savez, j'ai des dons magnétiques, et en tant que magnétiseur, je pourrais peut-être vous soulager et vous apporter un mieux-être. La personne hésite, et puis au bout d'un moment, elle a tellement mal qu'elle accepte le soin. Et le magnétiseur, tout content, prodigue un soin, deux soins, trois soins, et la personne âgée se trouve aller beaucoup mieux. Son arthrite lui fait beaucoup moins mal, et du coup, elle commence à pouvoir monter ses courses toute seule, et à chaque fois que quelqu'un vient pour l'aider, eh bien, elle le remercie gentiment, mais elle lui dit non, ça va, j'ai eu des soins magnétiques par un magnétiseur très efficace, et ça va très bien. Et les semaines passent, et au bout d'un moment, ben, les gens de l'immeuble ne font plus attention à elle, et elle replonge dans sa solitude. Et là, à ce moment-là, comme par hasard, au bout de quelques jours, eh bien, les douleurs reviennent. Et voilà que la personne âgée se retrouve de nouveau à souffrir et à ne plus pouvoir monter ses courses elle-même. Et voilà comment tout un processus de guérison a été acté, co-créé, validé par la personne, et où malheureusement les bénéfices induits n'ont pas été respectés par ce processus de guérison, parce qu'il aurait peut-être fallu un accompagnement plus proche, plus long, pour comprendre justement tous ces objets émotionnels cachés, et qui fait que la guérison n'a pas perduré. Voilà, donc ça c'était juste un petit exemple pour illustrer le fait que d'une part, en tant qu'accompagnant, nous ne sommes pas tout puissants, que la guérison est une co-création, qu'elle ne nous appartient pas et qu'elle n'est pas stable. Voilà, c'était juste pour illustrer ce propos-là. Ensuite, il y a, avec le Lao-Chi, ce que j'ai découvert, d'autres niveaux de guérison. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé d'une relation accompagnant, client, la relation elle-même. Et ensuite, il y a cette autre dimension qu'on appelle l'astral. Alors, il y a l'astral proche, qui est l'astral du corps éthérique, dans lequel on peut intervenir, bien évidemment, puisque toutes les manifestations physiques sont déjà inscrites dans le corps éthérique en tant qu'information vibratoire, et un praticien expérimenté peut prédire ou prévoir l'installation d'une maladie ou d'un dysfonctionnement chez la personne en ayant une bonne lecture du corps éthérique. Donc ça, c'est l'astral proche. Et puis vous avez le corps astral, l'astral éloigné, qui lui passe dans une autre dimension. Et au travers du Lao-Chi, j'ai été amené effectivement à vivre différentes expériences. Alors qu'on pourrait qualifier d'initiation, de formation et de soins. Alors je vais vous transmettre ce que moi j'ai vécu à titre personnel. Ça n'a aucune, bien sûr, valeur normative et de réalité objective, hein. C'est juste un vécu empirique, mais qui m'a permis de comprendre qu'il pouvait se passer beaucoup de choses et que le phénomène de guérison est multidimensionnel en fait.
Donc, on a parlé du corps au travers de l'expérience de cette femme âgée. Je vais vous raconter un processus de guérison spirituelle qui se situe au niveau de l'astral, de cette autre dimension où notre âme s'exprime, évolue et continue à exister et à coexister avec cette partie d'elle-même que vous voyez devant vous aujourd'hui, qu'on appelle l'incarnation. Donc, au niveau de l'astral, il m'a été donné donc de rencontrer premièrement mon guide. Alors, c'est très drôle parce que ce guide que j'ai rencontré lors de ce voyage astral n'avait rien à voir avec le guide ou l'ange gardien que j'avais découvert au travers de pratiques comme l'hypnose spirituelle ou la méditation profonde de pleine conscience ou tout type d'exercice que j'avais pu faire dans mes stages. Il était absolument très différent de tout ce que j'avais pu modéliser sur le plan conscient et inconscient. Donc ça déjà ça m'a plu parce que j'étais surpris. Et à partir du moment où on est surpris, je considère qu'on est sur le bon chemin. Hop, je regarde, juste une question. Oui, effectivement. Oui, ok. Donc voilà une personne qui est en train de me confirmer qu'effectivement, elle aussi a eu cette guidance par ses guides. Et c'est effectivement ce qui se passe avec la fréquence Lao-Chi. À partir d'un certain taux vibratoire, notre corps astral donc, évolue, se reconnecte en fait à cette dimension de l'âme. Et donc j'ai été accueilli par mon guide, qui était donc très différent du guide que j'avais pu imaginer ou construire dans mon imaginaire inconscient, et qui avait des caractéristiques finalement très très proches de ce que j'espérais d'un guide en fait spirituel, à savoir l'humilité, le sens de l'humour, la disponibilité, l'intelligence extraordinaire. J'ai été bluffé par cette intelligence humble. Je pense que l'humilité et l'intelligence vont de pair, donc ça a été très émotionnel pour moi de le rencontrer. Et au-delà de ça, donc il m'a permis d'aller rencontrer mon groupe d'âmes. Et au travers de mon groupe d'âmes, j'ai eu la chance de rencontrer des âmes, des entités que j'avais déjà connues dans ma vie d'aujourd'hui, dans des vies anciennes. Donc en fait, c'est très étrange, puisque j'ai émergé dans une espèce de cité, un peu comme on peut le voir dans nos solars, une cité de lumière avec des bâtiments, une nature, une vibration, une hyper-réalité hein, qu'on n'a pas ici, avec une lumière bien plus vibrante et vivante. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Et dans ce lieu où j'ai rencontré mon groupe d'âmes, en fait, j'ai rencontré ces entités lumineuses que je n'ai pas reconnues parce qu'elles étaient en oscillation vibratoire et moi-même je n'étais pas stable en fait. Et ça j'ai découvert que c'était une vraie difficulté du corps astral et c'est pour ça qu'on fait toutes ces pratiques en fait de méditation et qu'on nous encourage à les faire et que moi je les encourage aussi dans les formations que je fais. C'est pas juste pour atteindre ces niveaux de conscience, c'est surtout pour prendre l'habitude de conserver ce taux vibratoire le plus longtemps possible. Et ça, c'est pas facile. Donc j'ai compris que dans cette dimension-là, j'avais des difficultés à stabiliser mon taux vibratoire, et donc j'étais là et pas là en même temps. Et puis à un moment, ça s'est stabilisé. Alors est-ce que mon guide m'a aidé ou est-ce que finalement toutes ces années de travail sur moi ont porté leurs fruits? En tout cas, à un moment, j'étais vraiment là, vraiment présent. Et donc, rencontrant ces différentes âmes, ces différentes âmes de mon groupe d'âmes, où c'était un peu la fête, où j'étais accueilli, où c'était vraiment festif et joyeux, j'ai pas reconnu, à proprement parler, les âmes qui étaient devant moi. Il a fallu que je me rapproche de l'une d'elles, que je pose mon front sur son front pour que, instantanément, je puisse la reconnaître. Voilà. Donc, sur un plan distant, il n'y avait pas de reconnaissance, mais dès qu'il y a eu contact énergétique, dès qu'il y a eu connexion, et donc, je dirais, dès qu'on s'est mis au diapason, je me suis rendu compte que cette âme-là, je l'avais connue dans ma vie d'ici, et qu'elle avait été très importante sur mon parcours de vie aussi. Et j'ai compris que toutes les âmes qui étaient là, on avait partagé des bouts de vie ensemble, et qu'elles avaient toutes contribué justement à mon avancée spirituelle, et comme moi, j'avais pu aussi contribuer à leur évolution d'une manière ou d'une autre. Donc ça a été un moment de grande joie et aussi je dirais, comment dirais-je, de tristesse joyeuse, parce qu'elles étaient là et plus dans ma vie, et donc voilà, j'avais les deux sentiments mêlés, on va dire. Mais voilà, donc ça a été le premier bienfait
de cette connexion vibratoire. Et ensuite, donc après avoir retrouvé mon groupe d'âme, par une autre entité que je n'ai pas vue, qui s'est présentée sous forme vaporeuse, hein, je ne peux pas dire mieux, parce que les mots du mental sont limités, il m'a été remis un cadeau, une espèce de clé, une clé qui était une clé de vie égyptienne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc la boucle avec la croix. Et on m'a remis ce présent comme une espèce de médaille, de récompense. Donc cette clé était physiquement solide, hein, je pouvais la tenir. Elle était en or, elle semblait en or massif, et elle était de taille, voilà, de cette taille-là à peu près. Et cette forme vaporeuse, que j'ai reconnue comme étant quelqu'un de très cher, que j'ai connu dans cette vie-là, j'ai reconnu sa vibration, mais j'ai pas reconnu autre chose puisqu'elle n'était pas présente physiquement. M'a remis ce cadeau. Et, euh, et une fois que j'ai eu cette clé, que j'ai posée donc autour de mon cou, j'ai été voir mon guide. Donc j'ai quitté mon groupe d'âmes, j'ai retrouvé mon guide qui m'attendait sur l'esplanade de lumière où j'étais, et je lui ai demandé ce que cette clé représentait, pourquoi est-ce qu'on m'avait offert cette clé. Et là, il m'a répondu, écoute, ce présent qu'on vient de te faire, c'est un cadeau qui valide le fait que tu viens de réussir ta première vie. Alors j'étais un peu estomaqué, je lui ai dit, écoute, je comprends pas, je suis toujours vivant, ça veut dire quoi, réussir sa mission de vie, alors que je suis là? Ben, il me dit, voilà, tu viens de choisir un chemin qui valide le fait que ta mission de vie est terminée et tu vas pouvoir maintenant commencer autre chose. Alors, bon, j'étais tout content, je me dis, tiens, j'ai réussi ma mission de vie, je ne savais même pas que ça existait, une mission de vie. Et là, très fier, je me dis, bah, c'est formidable, j'ai réussi ma mission de vie. Donc, en une vie, j'ai réussi ma mission de vie. Et là, il m'a regardé en souriant, il m'a dit, écoute, regarde un peu sur le côté. Et là, j'ai tourné ma tête sur le côté et j'ai vu comme une espèce d'hologramme. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène quand il y a deux miroirs, l'un en face de l'autre, et que vous regardez et que c'est à l'infini. Eh bien, j'ai vu toutes les vies que j'ai eu besoin de faire et de vivre pour réussir une mission de vie. Et là, ma petite pointe d'ego s'est effacée, je me suis senti ridicule, et il s'est mis à rire en fait, parce que voilà, il m'avait aidé à prendre conscience, sans jugement, sans rien du tout, juste en permettant d'accéder à toutes ces vies passées. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'il y avait une quantité innombrable de vies qui s'affichaient, et quelle que soit la vie que je regardais, je la revivais instantanément, complètement. Et ça, c'était bluffant. Et j'en ai vu que quelques-unes, hein, donc je peux me rappeler aujourd'hui de quelques-unes de ces vies, mais pas toutes, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais ça m'a permis de comprendre que réussir une mission de vie, ça peut demander des millions de vies. Donc ça m'a rabaissé mon kéké. Et du coup, bon, bah, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, j'ai une question. Alors, est-ce que je suis à la dernière incarnation? Bonne question. En fait, non. J'aimerais bien, parce que la vie sur Terre, c'est extraordinaire, mais c'est très dur. Mais je pense pas. Mais bon, c'est pas à moi de le dire. Je le saurai quand je serai de retour dans la cité avec mon guide et mon groupe d'âmes. C'est là que tout se décide. J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura d'autres incarnations? Peut-être, parce que je pense que même quand on réussit une mission de vie, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert après. Donc ensuite, avec mon guide, on a continué. Donc il m'a dit, il faut que je t'emmène dans un endroit très important pour toi, que vous appelez les annales akashiques, en bas, bon, que nous on appelle le ministère des connaissances, enfin ça avait un nom comme ça, le lieu des connaissances. Donc il y avait une espèce d'étendue d'eau, comme un lac, entre ce lieu, cette pyramide, puisque c'était une pyramide aztèque d'ailleurs, c'était assez intéressant. C'était pas une pyramide égyptienne, c'était vraiment une pyramide aztèque en verre. Et entre cette pyramide et nous, il y avait peut-être 200 mètres d'eau qui était là. Et il voulait marcher sur l'eau. Et il me demandait de l'accompagner. Puis moi, bon, comme j'étais encore avec ma connexion mentale, je ne me voyais pas marcher sur l'eau, donc j'étais un peu inquiet. Et je me suis arrêté au bord de l'eau. Et à ce moment-là, il y a une espèce de plateforme blanche qui est apparue. Et il s'est posé sur la plateforme. Il m'a attendu, je l'ai rejoint. Et là, tous les deux, on a glissé
sur la plateforme et on a traversé l'étendue d'eau jusqu'à la pyramide. Donc, hop, je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a encore des questions intéressantes. D'accord. Merci pour les méditations. Oui, merci. Merci. C'est un plaisir de vous transmettre ces méditations parce que j'y prends moi aussi beaucoup de plaisir, sinon je ne le ferais pas. Et je sens que c'est voilà, c'est naturel et c'est normal de partager tout ça. Donc, arrivé à la pyramide en question, on rentre dans la pyramide et mon guide me dit, ben voilà, tu montes et on t'attend là-haut. Et donc j'arrive au pied de cette pyramide, et là vous allez rire peut-être, il y avait un escalator, comme on peut trouver dans les supermarchés, mais pas un petit escalator, un escalator gigantesque, vraiment très très long. Donc je me suis installé sur l'escalator. Tout ça, ce sont des représentations mentales, hein. Je ne dis pas que c'est le réel, mais c'est comme ça que c'est encodé pour que je puisse participer pleinement à ce qui se passe. Sinon, je ne pourrais pas expérimenter cette quatrième dimension avec mon corps astral. Donc c'est un encodage qui s'appuie sur ma base de données mentales. Je l'ai compris plus tard. Donc je monte cet escalator et arrivé en haut, il y a une espèce d'entrée en forme grecque avec deux colonnes très très hautes et de chaque côté des géants. Et quand je dis des géants, c'est vraiment des géants. Donc deux êtres, des hommes en fait, hein, armés avec des lances très très grands, ils devaient faire 5-6 mètres de haut et ils gardaient l'entrée. Et moi j'arrive et je vais pour rentrer et je sens que je ne suis pas le bienvenu. Donc je m'arrête et je cherche à comprendre qu'est-ce qui me bloque. Et à un moment, je réalise qu'en fait, il faut un mot de passe, il faut montrer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je sors ma clé de vie en or, et je sors ma clé de vie, et à ce moment-là, les géants ouvrent le passage, et je peux rentrer dans le lieu. Et dès que j'arrive dans ce lieu, il y a une espèce de personnage qui n'est pas humain. Alors je ne saurais pas le décrire, parce que là, ma bibliothèque imaginaire a tourné à plein régime, il y avait plein de visages qui se posaient sur lui, donc je ne sais pas quelle forme réelle il avait. Il était un peu plus petit que moi, et il m'a en fait guidé dans cet endroit-là qui ressemblait à une espèce de bibliothèque. Mais là encore, ce sont des mots, hein, c'était pas vraiment une bibliothèque, c'était bien plus complexe que ça. Et il m'a amené dans un endroit où je me suis installé, je me suis posé. Et dans cet endroit, donc, il y avait une table, ce qui ressemblait à un support. Et donc, on m'a remis un pavé de verre. Alors, ça m'a paru très étrange. J'ai donc reçu un bloc de verre qui était complètement ciselé sur les côtés, qui n'était pas du tout esthétique, hein. C'était vraiment un gros pavé de verre posé là. Et, euh, et la personne qui m'a donné ça est partie sans rien m'expliquer. Donc j'ai regardé ce pavé de verre et je me suis demandé, mais est-ce que c'est un livre? Est-ce qu'il y a quelque chose à connecter? Et comme je ne trouvais pas la solution, j'ai penché un peu mon visage de côté et j'ai vu que sur la surface du pavé de verre, il y avait en creux dessiné une croix de vie. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pose ma croix de vie sur le pavé. Donc j'ai posé ma croix de vie et à ce moment-là, le pavé s'est ouvert. Et le pavé s'étant ouvert, ça devenait un écran. Et dans cet écran, j'ai vu des scènes de ma vie passée, de ce que j'avais bien fait, de ce que j'avais raté, et tous les apprentissages, tous les enseignements que j'avais glanés dans cette mission de vie. Donc en fait, j'avais une espèce de résumé, de synthèse de ma mission de vie et pourquoi cette mission de vie avait été atteinte. Donc là, j'avais compris enfin pourquoi mon guide m'avait dit que ma mission de vie avait été réalisée. Et à partir de là, une fois que j'ai eu compris ça, j'ai enfin accepté cette récompense, parce que jusque-là, je ne me sentais pas légitime par rapport à ça. Et une fois que ça a eu terminé, hop, le pavé de verre s'est refermé, et j'ai récupéré ma croix de vie. Je suis ressorti, accompagné toujours par le même personnage, et je suis donc descendu, et mon guide m'attendait en bas, et il avait l'air un peu pressé, comme si mon temps était compté en fait dans l'astral, parce que le temps n'est pas du tout le même, hein. Il y a une distorsion du temps qui est phénoménale. Donc ensuite, il m'a dit, il faut absolument que je t'emmène là, à cet endroit. Donc je l'ai suivi, et il m'a emmené en fait dans ce qu'on appelle le Conseil des sages. Alors, donc le Conseil des sages, c'est quoi? C'est une espèce de lieu où l'on rentre, et ça ressemble un peu à un tribunal, mais ça n'est pas un tribunal, mais ça en a la configuration. Donc vous êtes là, donc moi j'étais là, au milieu d'une espèce d'arène. Il y avait donc devant moi une espèce voilà, de hauteur avec une séparation.
Et derrière cette séparation, il y avait donc trois formes, en forme trois formes énergétiques, hein, qui étaient très dessinées, une quatrième forme plus grande que les trois autres, et juste à côté, trois autres formes. Donc ça faisait en fait 7 montagnes qui faisaient plusieurs mètres de haut, 4, 5, 6 mètres, et la forme centrale pouvait faire peut-être 10 mètres de haut. Mais c'était des formes qui n'étaient pas des formes humaines, c'était des formes énergétiques, vibratoires. Et quand j'ai commencé à me concentrer pour essayer de comprendre ce que je voyais, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de ces formes, en fait, c'était l'univers. Donc chacune de ces formes était constituée d'univers. Et quand je regardais avec ma conscience, je conscientisais des galaxies, des planètes. C'était vraiment ça. Elles étaient faites d'univers. Je ne peux pas donner d'autres explications. Voilà. J'avais 7 morceaux d'univers en face de moi et elles communiquaient avec moi, donc par télépathie. Et donc, la première étape a été de me confirmer que ma mission de vie était aboutie et que maintenant commençait pour moi ce qu'ils appelaient la mission d'âme. Alors, la mission d'âme, je ne sais pas vous expliquer ce que c'est. Je sais qu'ils me l'ont expliqué, mais je suis infoutu de vous l'expliquer avec des mots. Je sais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que je me suis effondré. C'est-à-dire que je leur ai expliqué que je me sentais absolument pas capable d'assumer cette mission d'âme. Ça me semblait très au-dessus de mes capacités. Et pour m'encourager, ils ont fait apparaître une espèce d'écran à côté, sur le côté. Et en fait, je me suis vu dans le futur. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est le futur de cette vie-là ou le futur d'une autre vie. Je ne sais pas vous dire. Mais c'était un futur extraordinaire où je me voyais effectivement en train d'accomplir ma mission d'âme et dans la joie, l'amour, enfin, voilà, dans une vibration lumineuse extraordinaire. Et ça m'a donné du courage. Et je leur ai dit, ok, bon, si c'est ça mon chemin, ok, je m'engage à accomplir ce que vous me demandez, même si je ne m'en sens pas capable aujourd'hui. Et c'est un grand honneur que vous me faites. Voilà. Et j'ai entendu, si on te le propose, c'est que tu es capable de le faire. On ne peut rien t'imposer, tu es libre. Et ça s'est arrêté là-dessus. Donc ensuite, je suis ressorti. Et au moment où je suis ressorti, curieux comme je suis, j'ai quand même jeté un regard derrière moi pour essayer de voir si ces entités étaient tridimensionnelles ou si elles avaient un corps. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que chacune d'elles, au-dessus du sommet, donc qui était arrondi, avait une espèce de tube de lumière, de connexion lumineuse. Et j'ai compris qu'en fait, elles n'étaient pas là, qu'elles étaient issues d'un autre univers, d'une autre dimension. Et ça m'a donné à comprendre qu'en fait, j'avais affaire à des êtres, des entités qui étaient issus d'autres univers. Donc en fait, ce que je crois savoir maintenant, de manière sensitive, hein, c'est que nous vivons dans un multivers et nous expérimentons une facette de ce multivers dans lequel nous sommes, nous, humains, et dans cette galaxie. Voilà. Donc eux étaient connectés à d'autres univers et sûrement n'avaient jamais connu une incarnation humaine. Enfin, ça c'est ce que j'imagine. Parce que c'est tellement différent de tout ce que je pouvais imaginer que voilà, j'ai pas d'autre explication aujourd'hui. Sortant du Conseil des sages, mon guide était là et visiblement toujours pressé. Et il me dit, bon écoute maintenant, si tu veux bien, on va aller ensemble à un endroit que j'aimerais te montrer. Donc il m'a emmené en fait sur une plage. Et sur cette plage, il y avait un très beau coucher de soleil. Donc la journée venait de se terminer. Et je regardais ce coucher de soleil avec lui, avec des couleurs que j'ai jamais vues sur Terre, hein. Je ne peux pas les traduire, c'était magnifique. J'étais totalement absorbé par ce coucher de soleil, cette mer aussi qui était extraordinaire. Et en discutant avec mon guide, toujours par télépathie, parce qu'on ne se parle pas, hein, ça passe par la connexion d'âme à âme, j'ai observé qu'il avait lui aussi, quand il s'est penché, un médaillon. Et son médaillon était extraordinaire parce que c'était une forme comment dirais-je, de Merkaba, mais de Merkaba puissance 10. Donc imaginez plusieurs Merkabas enchevêtrées les unes par rapport aux autres. C'était aussi un médaillon doré, d'une taille raisonnable, on va dire au moins comme ça. Et chaque connexion de sa Merkaba euh, était connectée par un cristal, une pierre précieuse. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur ma clé de vie, il y avait une pierre précieuse. Il y avait un diamant au centre.
Et c'était donc la validation de cette mission de vie réussie. Et quand j'observais sa Merkaba multiple, avec tous ces diamants, j'ai réalisé que mon guide avait vécu des millions de vies. Et je me suis senti mais encore plus petit que lorsque j'ai vu mes propres millions de vies. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire sur le plan émotionnel. Et j'ai continué à observer. Alors il ne me disait rien, il me laissait observer. Et à un moment, en regardant tous ces rubis, diamants connectés, donc j'ai réalisé toutes ces millions de vies qu'il avait dû expérimenter. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir un guide de cette ampleur-là et de cette humilité-là. Parce qu'il faut bien comprendre que plus c'est grand, plus c'est petit. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Euh, 2 secondes. À un moment, j'ai regardé donc son Merkaba, et au centre, j'ai vu une lumière, quelque chose de brillant, de lumineux. Désolé, hein, c'est l'émotion, mais quand je l'ai vécu, c'était comme ça. Et j'ai vu cette lumière au centre de son Merkaba, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière qui scintille comme ça? Et là, il m'a dit, c'est l'étincelle divine. Et ça m'a ému, quoi. Et après, donc, désolé, je vais boire un peu d'eau, ça va passer. Donc, quand il m'a expliqué que c'était l'étincelle divine, je ne vous explique pas comment mon âme a explosé. Et à partir de là, donc, il m'a dit, bon, il faut que je t'emmène voir d'autres personnes qui se trouvent au bout de la plage. Donc je l'ai suivi au bout de la plage, et arrivé au bout de la plage, c'était donc la nuit, et il y avait plein de personnes qui étaient en cercle, et au centre, il y avait un grand feu, un feu extraordinaire, donc qui devait mesurer 2 mètres de haut, et tout le monde était dans la joie, dans les rires, enfin c'était vraiment la fête, quoi. Et donc mon guide s'assoit, et il me demande de m'asseoir à côté de lui. Donc c'est ce que je fais, et je me demande ce que je fais là, hein. Merci Michel pour ces encouragements. Et il me demande ce que je fais là, enfin je me demande ce que je fais là, et mon guide me dit, bah écoute, tu as déjà reçu une initiation, et c'était exact, on m'avait déjà initié dans un autre voyage astral, et dans cet autre voyage astral, on m'avait, toujours pareil autour d'un feu, on m'avait tranché les mains, on m'avait ouvert la boîte crânienne, on avait sorti mon cerveau, on m'avait tranché le corps pour sortir mon cœur, sans aucune douleur, hein, et c'était comment, le maître de cérémonie qui m'avait fait ça, c'était un aborigène d'Australie, et qui n'arrêtait pas de rire, il n'avait pas de dents, il n'avait qu'une seule dent, et ça me faisait rire de le voir rire avec sa dent là, et c'est lui qui me coupait tranquillement, comme on coupe un steak, et après donc il m'avait donc posé des mains de cristal, un cœur de cristal et un cerveau de cristal. Et ça, c'était la première initiation que j'avais reçue dans un voyage chamanique où j'étais reconnecté à mon âme. Et dans cette deuxième initiation, là, ça s'est passé un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'un autre officiant est arrivé, et de nouveau, je me suis retrouvé avec les mains tranchées, on m'a ouvert la cage thoracique, on m'a ressorti mon cœur de cristal, quelqu'un est passé derrière moi, m'a ouvert la boîte crânienne, m'a ressorti mon crâne de cristal. Je sais que ça paraît délirant ce que je vous raconte, mais je l'ai vécu comme ça dans l'astral, donc prenez ce qui est bon pour vous et laissez tomber ce qui ne vous intéresse pas, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est une joie de le partager, donc je le partage. Et un autre officiant est arrivé, et là, donc, a ouvert encore une boîte en bois. Il y avait une peau de bête dessus qu'il a retirée. Et là, de nouveau, donc, on m'a posé donc un crâne, une cervelle. Mais cette cervelle, c'était une cervelle qui était un bout d'univers. Comme j'avais vu les sages dans le Conseil des sages, donc c'est un bout d'univers. Donc mon cerveau était un morceau d'univers qui m'a été remis dans la boîte crânienne. On m'a refermé le crâne comme une boîte. On m'a donné donc ce cœur d'univers qu'on a reposé dans ma cage thoracique, qu'on a refermé avec une fermeture éclair.
ok, et on m'a remis des mains d'univers, donc je regardais mes mains, et je voyais des galaxies, je voyais des soleils, bon, ok. Et donc, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça, parce que je l'avais déjà vécu, donc je savais que je passais dans un autre taux vibratoire, mais je savais aussi qu'il fallait attendre parce que c'était pas suffisant. Euh, Pardon, je sais pas, j'ai entendu une voix, j'entends des voix, c'est Facebook peut-être. Donc ensuite, une fois qu'on m'a réajusté tous ces nouveaux outils, quantiques, spirituels, vous mettrez les mots que vous voudrez dessus, mon guide m'a demandé de me lever et de rentrer dans le feu. Donc je vous rappelle, hop là, il y avait un feu qui faisait 3 mètres de haut, avec des planches, hein, et ça brûlait fort, et il me dit, rentre dans le feu. Bon, comme c'est mon guide qui me l'a demandé, je ne me suis pas posé de questions, je me suis levé, et je suis rentré dans le feu. Bien sûr, ça ne brûlait pas, hein, puisque c'était mon corps astral. Et en rentrant dans le feu, donc là, à ce moment-là, je suis descendu dans le feu. Alors, descendre dans le feu, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'étais à l'intérieur du feu, et à un moment, je suis descendu sous le sable. Et je me suis retrouvé dans un espace sombre, et il y avait le feu au-dessus de moi qui crépitait, et j'étais donc là, flottant, dans cet espace, en dessous du feu. Et à ce moment-là, il s'est passé la chose suivante, c'est que mon corps astral a commencé à se déliter, à disparaître progressivement. Et j'étais plus qu'un champ de conscience dans le vide, dans le noir, avec ce feu qui crépitait au-dessus de moi. Mais j'étais là, mais j'étais plus là. Et ensuite, j'ai vu des fils rouges, incandescents, arriver à très grande vitesse, et ils se sont mis à tisser mon nouveau corps. Donc je me suis retrouvé avec un corps tissé d'une fréquence flamboyante, différente, incandescente, et ça m'a reconstitué tout un corps astral, avec cette autre matière que je ne peux qualifier que de feu ardent. Et une fois que tout mon corps a été reconstitué, hop, je suis remonté à l'intérieur du feu, ressorti du feu, et là j'ai retrouvé mon guide. Tout le monde m'a salué, tout le monde est parti, et mon guide m'a ramené à la cité, au point de départ. Et quand on est arrivé à la cité, le jour était revenu, et j'étais là de nouveau avec lui. Et, euh, et là, donc, on s'est embrassé, et il m'a expliqué donc que je partais donc pour continuer mon incarnation, continuer ma mission d'âme, et qu'on aurait l'occasion de se retrouver quand le moment serait venu, et que ça ne dépendrait pas de moi. C'est lui qui déciderait le moment opportun de notre nouvelle rencontre. Donc bien sûr, ça m'a fait beaucoup de peine de le quitter, et en même temps, ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup de joie. Et, j'ai donc réintégré mon corps. Alors je l'ai réintégré de manière successive. Alors ce que je ne vous avais pas dit au départ, c'est que pour accéder à l'astral, il a fallu que je passe dans une espèce de tunnel, de vortex, alors qui était symbolisé par des nuages qui se rétrécissaient. Mais ça n'a pas été tout, c'est que j'ai été accompagné par ce que je qualifierais d'un ange. Alors ça existe, ça n'existe pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été accueilli par un ange. Cet ange m'a guidé jusqu'à cette cité, et c'est lui qui m'a ramené dans mon corps, comme s'il me protégeait, donc en toute sécurité. Et je suis donc rentré de manière très progressive, mais lourde. Et ça m'a fait un choc, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'atterrir violemment dans mon corps. Donc voilà pour la partie incarnation et désincarnation et expérimentation du corps astral. Alors ça, c'est le Lao Tzu qui m'a permis donc de vivre à cette fréquence-là et de tenir cette fréquence-là. Au revoir Régis. Et ça m'a permis effectivement de comprendre que cette mission de vie débouchait sur une mission d'âme, qu'il faut plusieurs vies pour réaliser une mission de vie, et que cette mission d'âme, je ne sais pas où elle va me mener. Je vous avoue très honnêtement que je suis dedans, jusqu'au cou et avec joie, parce que je considère que c'est un honneur d'avoir cette mission d'âme. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube existe, que les ateliers existent, que les conférences existent, que ce Facebook direct existe,
parce que ça fait partie effectivement de ce qu'on m'a demandé de réaliser, d'accomplir, et je le fais avec beaucoup de joie. Merci pour tous ces petits cœurs, c'est mignon. Euh, alors, pour corroborer quand même tout ça et pas rester dans je dirais la construction que j'ai pu expérimenter au travers du Lao Tzu, j'ai des lectures à vous proposer qui sont pour moi des nourritures, hein, et que je vais vous proposer ce soir, et qui permettent de comprendre, pour moi, qui permettent de comprendre un peu mieux ce que j'ai vécu. Alors la lecture du moment, c'est par exemple cet ouvrage qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience, 10 années d'exploration scientifique des sorties hors du corps. Donc voilà l'ouvrage en question, alors que je ne peux que vous encourager à lire ou à offrir, qui donc tourne autour des expériences qui ont été faites autour du cas de Nicolas Fraisse, que l'on voit sur Internet, sur YouTube, et qui a la capacité effectivement de sortir de son corps et de voyager sur le plan terrestre, mais je pense qu'il a été sûrement au-delà. Et c'est une belle lecture qui me conforte dans l'idée que je n'ai pas halluciné, que ce voyage astral que j'ai fait en compagnie de mon guide et de mon groupe d'âmes a peut-être une part de réalité quelque part. Deuxième ouvrage que je suis en train de lire avec beaucoup d'intérêt et que je vous propose aussi aujourd'hui, s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous, qui est un ouvrage donc de Arnaud Rioux, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le chamanisme. Donc voilà, je vous le montre. Aussi, on trouve sur Internet, YouTube, énormément d'informations. Bonjour Stéphanie. Beaucoup d'informations donc sur Arnaud Rioux, et qui là aussi donne des clés sur tout ce qui touche à la connexion, à la capacité de s'extraire de son mental. Et très honnêtement, je le dis toujours dans mes formations, le plus difficile, ce n'est pas de connecter, de voyager avec son corps astral, d'accéder à de l'information, de connecter son guide. Très honnêtement, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, ça consiste surtout à se libérer de son mental. Voilà. Le mental, c'est vraiment la cage, la prison qui... bonjour. 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 Bonjour les enfants. Voilà. Regarde le bâton de Donc le plus difficile, c'est d'accéder donc à, à la porte de sortie de son mental. Voilà. Oui. Donc, comment sortir du mental? Alors, ça, c'est un autre sujet que j'aborde dans différents ateliers que j'anime et dans différents ouvrages que je propose aussi sur mon site internet, que vous trouverez aussi sur Amazon. Alors, une technique qui permet aussi de sortir du mental de manière rationnelle, pour les gens qui sont rationnels, qu'on appelle l'hypnose ou l'auto-hypnose. Alors, pour ça, j'ai édité aussi, dans le cadre de l'association Active Zen, un manuel donc, qui s'appelle Auto-hypnose, avec 19 exercices pour s'entraîner et accéder donc à cette capacité de lâcher prise qui permet de sortir du mental et progressivement de connecter à sa conscience et plus tard, si le moment est opportun pour vous sur votre chemin d'évolution, à connecter à votre corps astral et à votre guide, votre groupe d'âme, votre ange gardien et à toutes ces entités qui vous accompagnent, puisque je vous rappelle, nous ne sommes pas seuls, c'est l'expérience que j'ai faite. Nous ne sommes pas seuls sur notre chemin d'évolution. Je vois des petits visages qui se promènent sur l'écran, c'est pour ça. Donc nous ne sommes pas seuls et il faut bien sûr, si vous croyez être accompagné comme je le crois, ne pas hésiter à demander de l'aide à tout moment dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes en difficulté, parce qu'ils sont là pour nous et ils ont beaucoup de joie et de plaisir à nous accompagner. Donc vous avez l'hypnose qui est un outil extraordinaire, hein, et l'auto-hypnose. Merci pour ces jolis cœurs. Et vous avez aussi un autre outil merveilleux qui est la méditation. Alors là encore, j'ai fait l'effort d'écrire en une semaine ce manuel, qui m'a quand même pris une semaine de jeûne complet pour la rédaction, et ensuite près de 6 mois pour l'élaboration. Donc ce sont des manuels, je dirais,
ne sont pas que des ouvrages savants, entre guillemets, ce sont vraiment des ouvrages d'accompagnement avec des exercices, des questionnements qui permettent justement au mental de lâcher prise progressivement. Donc la méditation est la voie royale et c'est par la méditation que j'ai eu accès justement à toute connexion. Voilà. Donc je remercie toutes ces personnes qui me donnent des éléments de commentaires sur les vidéos. Ça me permet moi d'avoir des idées de méditation, de séances d'hypnose aussi à vous proposer. Alors j'utilise bien sûr les séances d'hypnose que je pratique aussi avec certains de mes clients parce que je trouve elles sont généralistes, elles peuvent concerner beaucoup de personnes et les 13 000 abonnés de la chaîne YouTube Active Zen en profitent et je suis ravi qu'elles en profitent et j'espère pouvoir continuer à vous transmettre tout ça. Donc voilà, aujourd'hui les 3 piliers sur lesquels je m'appuie sont donc le Lao Chi, comme vous l'avez compris, le Reiki pour la partie énergétique, pour la partie spirituelle bien sûr la méditation. Donc là j'anime des ateliers pour aider les gens à découvrir cette fameuse méditation que j'ai appelée Evopsy, puisqu'elle travaille sur nos émotions. Donc on explore nos émotions par la méditation. Evopsy parce que l'on va travailler aussi sur nos blessures, donc nos 5 blessures, et aussi sur nos 5 sens. Donc évolution spirituelle ou psychologique, au travers de la méditation, c'est donc un moyen simple et efficace d'aller au-delà des limites de notre mental et de notre ego, et surtout de pouvoir accéder dans le voyage astral dans les meilleures conditions possibles de niveau vibratoire pour pouvoir y rester suffisamment longtemps, et surtout pour ne pas être connecté à nos peurs, ou aux peurs, je dirais, des vibrations auxquelles on accède, puisque comme vous le savez, l'astral est composé de multiples strates et de multiples entités qui vivent dans ces strates, qui ne sont plus donc, je dirais, matérialisées par l'incarnation. Et on va bien sûr aller de manière privilégiée avec son corps astral dans la strate qui vibre en cohérence avec qui nous sommes. Donc si nous y allons avec nos peurs, il y a fort à parier que nous connections donc des strates où nos peurs s'expriment. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes à travailler d'abord sur elles, en méditation, en hypnose, pour justement se nettoyer de ces blessures, de ces peurs, et accéder le plus rapidement possible aux bonnes strates, qui sont les strates spirituelles, et qui permettent donc d'évoluer spirituellement. Non pas que les autres strates soient négatives, dangereuses ou quoi que ce soit, elles ont de toute façon quelque chose à nous enseigner, sinon il n'y a aucune raison que nous y soyons accueillis de la même manière que je dirais que les gens qui se ressemblent s'assemblent, eh bien on va vibrer à une certaine fréquence et on va connecter certaines fréquences spirituelles. Merci Dané. Enfin donc l'hypnose et l'auto-hypnose qui est la manière aussi la plus efficace d'élever votre taux vibratoire, de vous libérer de vos limites mentales qui sont nourries par vos croyances, vos valeurs, vos peurs, vos blessures. Donc l'auto-hypnose comme outil d'évolution personnelle, moi je le conseille, je forme aussi à l'auto-hypnose parce que je trouve que c'est intéressant aussi de ne pas passer par les filtres d'un hypnothérapeute, aussi aligné, ancré soit-il. C'est bien aussi d'avoir sa propre guidance, même si on se croit incapable de le faire, et bien sachez qu'avec l'entraînement, vous y arriverez, il n'y a aucun souci, puisque l'état méditatif, comme l'état de transe hypnotique, sont des états totalement naturels, qu'on ne peut pas enseigner en fait, qu'on ne peut que vous réapprendre. Voilà. Donc quand je fais des ateliers et des formations, je ne vous apprends rien, je ne fais que vous reconnecter à vos propres capacités, et une fois que vous les avez reconnectées, eh bien, vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes autonome, et vous avez donc toute l'attitude pour connecter à ces autres dimensions dont j'ai parlé en tout début de direct, au travers de mon expérience de connexion avec l'astral, pour vous expliquer pourquoi je suis motivé à faire ce que je fais et pourquoi cela m'enrichit. Alors, là j'ai quelqu'un, donc Virgile, qui est 2e degré Reiki, qui me demande ce que le Lao Chi peut lui apporter en plus. Alors, je ne sais pas si le Lao Chi peut apporter quelque chose de plus que le Reiki, car c'est une technique que je respecte beaucoup, que je pratique et que j'enseigne toujours.
J'aime beaucoup le Reiki. Je trouve que c'est une fréquence qui vibre je dirais, à un certain niveau et un niveau très respectueux de qui nous sommes. C'est pour ça que le Reiki, avec ses 4 niveaux ou ses 3 niveaux, nous donne le temps d'accéder à une forme de maturité spirituelle par l'accompagnement d'un maître enseignant, ce que le Lao Tzu ne propose pas, puisque dans le Lao Tzu, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de maître enseignant, il y a juste un enseignant Lao Tzu, il n'y a pas de son sacré, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'aspect graduel qui vous guide sur votre chemin d'évolution, pour une raison très simple, c'est que le Lao Tzu est une fréquence qui se connecte principalement au chakra du cœur et qui considère donc dans ses préceptes qui sont issus du Tao que le maître, l'enseignant, se trouve à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Donc une fois que vous avez connecté la fréquence de Lao Tzu, cette fréquence du cœur, vous découvrez en vous votre propre guidance, votre propre maître. Donc ce n'est ni plus puissant ni mieux que le Reiki, c'est une autre façon d'accéder à votre guidance. Avec le Reiki, c'est la guidance externe, qui correspond à la guidance du siècle dernier, qui était tout à fait cohérente avec le niveau vibratoire de notre planète, de la Terre. La fréquence Lao Tzu est apparue dans les années 90, à un moment où justement la fréquence vibratoire de la Terre, la résonance Schumann, a fortement évolué, ce qui permet donc d'avoir une guidance beaucoup plus intime, beaucoup plus individuelle. Voilà, donc la grande différence entre le Reiki et le Lao Tzu se situe à ce niveau-là. Le Reiki est très bien pour certaines personnes, et le Lao Tzu est très bien pour d'autres personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, qui pratiquent le Reiki aussi, et qui souhaitent connecter à un autre niveau de conscience, qui est le niveau du chakra du cœur. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Virgile, à ta question. Sachant que, bien sûr, le Lao Tzu s'enseigne très rapidement. En une journée, vous pouvez accéder à la fréquence Lao Tzu, recevoir la fréquence, la transmettre, faire des accompagnements énergétiques, accompagner des personnes, des animaux, des plantes, vous accompagner vous-même par l'autotraitement. Toutefois, si le Lao Tzu s'acquiert de manière aisée en une journée, il faut quand même reconnaître qu'il faut quelques mois, voire quelques années de pratique et de connexion pour comprendre toute la finesse, ressentir toute la finesse et toute la richesse enseignée par Lao Tzu et que l'on retrouve dans le Tao Te Ching et que l'on ressent et que l'on perçoit par la vibration du Lao Tzu. Donc le Lao Tzu est une fréquence qui transporte avant tout de l'information. Pour vous, pour la personne que vous traitez, cette information, elle a pour mission de vous aider, bien sûr, à guérir vos blessures, vos peurs, vos limitations, à reconfigurer vos croyances, mais pas seulement. Là, on fait un travail, je dirais, de jardinier. Le Lao Tzu aide à labourer la terre spirituelle de votre corps pour y planter des bonnes graines. Donc les fameuses informations spirituelles que le Lao Tzu vous permet de connecter, de canaliser. Et après, il faudra du temps pour que ces graines poussent et que vous compreniez quelle est votre mission de vie, et pour certains aussi, quelle est votre mission d'âme. C'est la raison pour laquelle, plus on pratique le Reiki ou le Lao Tzu, plus on se rapproche de la compréhension de sa mission de vie. Donc la spiritualité, pour moi, a une raison principale, une raison d'être, qui consiste à nous expliquer justement ce que l'on fait là, pourquoi on est là, est-ce qu'on est le fruit du hasard, est-ce que cette vie est juste une vie unique, éphémère, qui va disparaître, ou est-ce qu'il y a d'autres vies, est-ce que la conscience perdure après ce corps? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles la spiritualité peut répondre et doit répondre, sinon elle n'est pas pour moi spirituelle, elle est juste une religion ou quelque chose qui nous aide à tenir dans ce monde qu'on ne comprend pas toujours. Dans la religion, il faut plonger à l'intérieur profondément pour connecter la spiritualité de la religion, pour retrouver ces réponses et ces questionnements. Donc toutes les religions sont intéressantes car elles ont un cœur spirituel, mais on peut découvrir ce cœur spirituel en dehors des religions, par la philosophie, par l'amour, par l'expérience directe, par les épreuves de la vie, la maladie, le divorce, la perte d'un emploi, le burn-out. Voilà, tous ces événements de la vie sont des tuteurs de résilience quand on a compris de manière intuitive pourquoi on est amené à vivre ce genre d'expérience. Alors là, j'ai une autre question. Hop. Comme c'est écrit tout petit, voilà, je vais avoir besoin de mes lunettes. Alors, bonsoir Chris. Alors, est-ce que le Lao Tzu est compatible avec d'autres techniques, soins énergétiques, pour travailler sur soi? Alors, oui, Claude, absolument.
Comme toutes les techniques énergétiques, le Lao Tzu est totalement compatible avec le magnétisme naturel, et heureusement, sinon comment faire pour intégrer cette fréquence, totalement compatible avec le Reiki, le chamanisme, la sophrologie, la kinésiologie, peu importe la technique que vous utilisez, le massage. Moi j'ai formé beaucoup de gens qui touchent leurs clients, hein, qui sont des masseurs, des ostéopathes aussi. Donc le Lao Tzu est parfaitement intéressant parce que comme dans le Reiki, vous allez utiliser une fréquence que vous canalisez, et donc ce n'est pas votre propre énergie que vous utilisez. Donc à la fin du traitement, que vous ayez 1 ou 10 clients dans la journée, vous restez en parfaite forme, vous ne récupérez pas je dirais de résonance émotionnelle négative, parce que vous avez justement une canalisation, que ça n'est pas votre énergie. Et si vous êtes fatigué après un soin, quelle que soit la technique, même en Lao Tzu, ça signifie simplement que vous avez utilisé votre propre énergie de magnétiseur magnétique et que vous êtes entré en résonance émotionnelle, donc en empathie avec la personne. C'est pour ça que les gens qui utilisent des techniques énergétiques et qui sont fatigués après un soin, 2 soins, 3 soins, ne comprennent pas que c'est leur empathie qui leur a fait pâtir justement cette disconvenue émotionnelle et énergétique. Lorsque je canalise, je n'utilise pas mon énergie, j'utilise la fréquence et c'est elle qui fait le travail. Il n'y a pas de quoi, Virgile. Voilà, donc compatible avec toutes les techniques. Voilà, bonjour Valérie. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant le Lao Tzu ou d'autres questions concernant l'hypnose ou la méditation, n'hésitez pas, on va se donner encore un peu de temps puisque j'ai commencé tardivement du fait de mes déboires techniques avec Facebook et je m'en excuse encore pour ceux qui étaient là à l'heure. La méditation Lao Tzu d'ancrage à son soi véritable sur YouTube a été extraordinaire. Eh bien, merci Claude, merci que ça ait provoqué, généré ce type de ressenti chez toi. Je suis très très heureux pour toi. Oui, c'est une des missions de la fréquence Lao Tzu, c'est de nous reconnecter à notre soi véritable. Et je vous rappelle, si vous le savez déjà, et je pense que vous le savez, que lorsque vous connectez votre soi véritable, votre conscience, eh bien vous connectez à tout, toutes les consciences, la conscience collective, vous connectez à la création, à la matrice, au divin, et vous avez accès à toute l'information, toutes les connaissances, toutes les réponses. Et vous êtes, je dirais, l'écho du divin dans votre sphère de conscience. Alors, bien sûr, la difficulté de ça, puisque j'ai eu la chance de vivre cette expérience de connexion divine, transcendantale, totale, lors de mon pèlerinage sur Saint-Jacques-de-Compostelle, la grande difficulté, c'est que c'est un état transitoire qui ne dure pas. Si ça dure, eh bien vous êtes Bouddha, et heureusement ça existe, mais ce n'est pas mon cas. Donc cette expérience transitoire ne dure pas et ne reste pas en l'état. C'est-à-dire que votre mental n'a pas suffisamment de capacité pour intégrer cette expérience dans sa totalité. Votre mental est sélectif par définition, il est dans la dualité, donc il ne garde que ce qui l'intéresse. Si c'est l'ego qui vous nourrit, eh bien il gardera cette notion de pouvoir qu'il a ressentie dans cette connexion au divin. Il se dira guérisseur, il se dira voyant, médium, voilà. Et de ce point de vue-là, le mental, l'ego va s'accaparer cette sensation-là et va la monnayer, bien sûr, et vous faire croire qu'il a un pouvoir. D'autres personnes comme moi qui ont vécu cette connexion spirituelle profonde, cette dissolution du moi dans le soi, vont revenir avec cette humilité profonde qui consiste à dire que bah, on ne fait rien, on ne crée rien et on est à l'origine de rien. Puisque tout se passe ailleurs, dans cette matrice divine, et que nous sommes juste les reflets ou les extensions de cette matrice. Donc quand on a pris conscience de ça, il est difficile de se dire guérisseur, sauveur, thérapeute même, c'est très ambitieux et très péremptoire. Moi, j'utilise encore le terme de thérapeute, mais avec un peu de honte, parce que je me considère plus comme un thérapeute vraiment, ni encore moins comme un guérisseur, mais ça, je ne me suis jamais senti guérisseur. Je dirais que je suis plutôt un accompagnant, voilà. Comme un guide de haute montagne ou comme quelqu'un qui fait le pèlerinage avec vous sur votre chemin de vie. Et c'est déjà beaucoup. Pour vous et pour moi, c'est déjà beaucoup.
Donc on ne peut pas réintégrer cette expérience transcendantale, spirituelle, mais quand même, il y a quelque chose que j'expérimente maintenant après des années de connexion, c'est que lorsqu'il y a cette connexion spirituelle, on reçoit quelque chose. Ça, non seulement ça transcende, ça nous modifie profondément, émotionnellement, psychiquement, émotionnellement, ça nous transforme. Mais on reçoit ce que je qualifierais de graines. Et ces graines, elles poussent année après année, expérience après expérience, rencontre après rencontre. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas juste une connexion à l'instant T et que ce n'est pas un lien éphémère. En fait, on est toujours nourri par cette connexion, même si on ne la fait plus et même si une part de nous se désespère de ne plus être connecté. Et qu'il y a cette forme de dépression spirituelle qui existe, hein, quand on a été connecté et que ça s'arrête, eh bien en fait ça ne s'arrête pas vraiment, ça continue, mais comme un fond d'écran, ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas, et à certains moments de notre existence, eh bien, des graines fleurissent, émergent, et là on est dans une espèce de compréhension subite, instantanée, une espèce de comment dirais-je, d'extase, même de plaisir, de joie, d'avoir le sentiment que bah, c'est là, c'est juste, on vibre, on ressent, on est connecté, et c'est efficace pour nous et pour la personne. Voilà. Donc ces épiphanies, elles existent, et elles sont le fruit de cette première connexion initiale. Voilà. Alors, encore une question. Donc pour toi qui pratiques le Reiki et le Lao Chi, alors est-ce qu'on peut utiliser les deux techniques en même temps ou est-ce qu'il faut les séparer? Excellente question, décidément, Virgile, excellente question. Mon expérience me fait dire que c'est pas moi qui décide. Encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Je pars du principe qu'une personne vient me voir, elle me demande un soin Reiki ou Lao Chi, et comme toujours, je vais faire de mon mieux, et je pars avec l'intention de guérison au travers de la fréquence Reiki ou au travers de la fréquence Lao Chi. Et lorsque mes mains se posent sur la personne, eh bien, je me rends compte que soit c'est la fréquence Lao Chi, effectivement, qui s'installe, et je sens sa vibration, elle est très différente, hein, elle vibre très haut, et là, je laisse la fréquence s'installer avec son flot d'informations. Mais des fois, je pars en Lao Chi, et c'est la fréquence Reiki qui s'installe. Alors, comment ça se manifeste? Eh bien, en fait, ce sont les sons sacrés qui résonnent dans ma tête, et je m'entends réciter les sons sacrés, et là, je sais que je suis en fréquence Reiki. Donc, je continue dans la fréquence Reiki avec la personne. Parce qu'en fait, ça signifie simplement que la personne est en capacité de recevoir la fréquence Reiki et peut-être pas maintenant la fréquence Lao Chi qui est beaucoup plus vibratoire. Et dans ce cas-là, c'est la fréquence Reiki qui s'impose. Des fois, je démarre en fréquence Reiki et je sens très nettement que c'est pas du tout la fréquence Reiki qui s'est connectée à moi, c'est vraiment la fréquence Lao Chi. Donc là, je reçois de l'information, une autre vibration. C'est comme une saveur vibratoire. On ne peut pas les mélanger. Quand on pratique les deux régulièrement, on sent vraiment qu'on est dans l'une ou dans l'autre. Et à partir de là, bah, c'est le lâcher prise, hein, puisque la grande difficulté, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le mental lâche prise. Et ça demande des années de pratique pour ne plus être là et laisser la fréquence faire son travail, puisque cette fréquence-là, comme vous l'avez compris, elle a sa propre conscience, elle sait exactement ce qui est bon pour la personne, et elle dépose les bonnes graines pour la personne au moment du traitement, qui dure 45 minutes, 1 heure, allongé sur le dos, dans le cas du Lao Chi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Virgile. C'est une très bonne question. Voilà. Et au-delà de ça, bien sûr, il peut arriver d'autres choses, hein. Dans un soin Lao Chi, il m'est arrivé de vivre des expériences très très étranges, comme des visualisations, des petits films de vie concernant la personne, des images. Il m'est arrivé aussi de connecter à une personne défunte en lien avec la personne, une grand-mère, un grand-père, un père, une mère. Bon, il y a un peu de médiumnité là-dedans, mais de clairvoyance, mais c'est pas ce que je cherche à développer, ça s'impose à moi. Vous voyez, c'est pas ma décision que de vouloir connecter à ces informations-là. La fréquence Lao Chi me les transmet parce que pour la personne, ce sont des éléments qui peuvent être déclencheurs de quelque chose et qui peuvent nourrir l'évolution de la personne. Donc auquel cas, j'accueille l'information et avec toutes les prudences du monde, je fais en sorte de lui retransmettre une partie ou toute partie de l'information après le soin, lorsqu'on débriefe dans le quart d'heure qui termine le soin. Et là, je pose des questions pour vérifier que ce que j'ai perçu, ce n'est pas une construction de mon mental, ou un transfert, ou un contre-transfert qui a pu se faire.
Et là, en général, 9 fois sur 10, le client me confirme que je n'ai pas rêvé, quoi. C'est vraiment un événement qui lui est arrivé dans sa petite enfance ou dans son adolescence. Et là, je remercie la fréquence Lao Chi et Lao Tzu pour sa guidance. Alors, ok, ravi d'avoir répondu à ta question, Virgile. Ok. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va finir, je pense, vers 20h30 pour que tout le monde puisse retourner à la vie normale, et moi y compris, hein, puisque je commence à avoir faim aussi. Alors, lorsqu'on souhaite se former au Lao Chi, faut-il faire un soin Lao Chi avant, ou cela se fait-il pendant la journée de stage? Alors, belle question, Claude. Les deux propositions sont justes. Alors moi j'ai vécu un soin Lao Chi avant de me former. Donc j'aurais tendance à dire, vivez un soin Lao Chi, soit à distance, puisque je propose des soins à distance, soit localement si près de chez vous quelqu'un fait des soins Lao Chi. Ça vaut la peine de vivre en direct, puisque le corps est une base de données consciente qui peut aussi exprimer des choses intéressantes et vous donner de l'information. Donc bien sûr, moi j'aurais tendance à dire, vivez le soin Lao Chi avant la formation. Maintenant, ce n'est pas un prérequis. Ce n'est pas un prérequis puisque moi j'ai beaucoup de stagiaires qui n'ont jamais reçu de soins Lao Chi, qui viennent, et après la matinée théorique, puisque le matin est dédié à la théorie, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas là pour transmettre des croyances, je partage mes expériences, mais je m'appuie surtout sur la science et les états quantiques, les états de conscience que la science a pu objectiver aujourd'hui, même si ce n'est pas encore complet et parfait. Et c'est ce que j'ai écrit dans le manuel. Il y a vraiment la moitié du manuel, c'est je dirais, c'est du rationnel, hein. Il n'y a pas de spirituel là-dedans. La deuxième partie touche au spirituel. Et donc dans la formation qui dure une journée, la matinée est consacrée au rationnel et au scientifique, puis la fin de la matinée est consacrée à la partie spirituelle avec on va aborder les chakras, les 7 chakras, les 13 chakras, on va aborder aussi tout l'aspect fleur de vie, les anciens savoirs égyptiens, chinois, le Tao Te Ching, enfin voilà, la Merkaba, la Kabbale. On va aborder tous ces savoirs-là de manière synthétique, hein, bien sûr. Et l'après-midi, bien sûr, vous aurez donc reçu une initiation Lao Chi pour connecter à la fréquence. Et l'après-midi, vous aurez donc un soin, et vous ferez un soin Lao Chi dès l'après-midi pour entrer en résonance avec la fréquence. Donc, en gros, vous pouvez expérimenter avant. C'est un conseil que je donne, mais ce n'est pas obligatoire, puisque de toute façon, l'après-midi, vous donnerez un soin et vous recevrez un soin complet Lao Chi avec des commentaires des uns et des autres, de façon à bien valider que vous ne rêvez pas, que ce que vous vivez en direct est réel, et que la personne que vous traitez, justement, reçoit bien cette fréquence et que ça libère chez elle de l'information, des ressentis, des potentialités. Voilà. Donc, la réponse, Claude, c'est oui et oui. Comme souvent sur l'aspect spirituel. Sur le plan spirituel, il n'y a, pour ainsi dire, jamais de contradiction. Les contradictions, elles existent beaucoup sur le plan mental, et c'est pour ça qu'il m'arrive de dire que sur le plan mental, une chose est fausse, alors qu'elle est parfaitement juste sur le plan spirituel, et inversement. Qu'une chose est totalement vraie sur le plan mental et erronée sur le plan spirituel. Mais bon, c'est pas bien important, puisque bien évidemment, personne ne cherche à avoir raison ou tort. Je considère qu'on est des scientifiques, on cherche à comprendre ce qui se passe de manière scientifique par l'expérimentation et par la reproduction. Pourquoi je continue à faire des soins? Pourquoi je continue à transmettre? Eh bien parce que ça fonctionne, tout simplement. Et j'ai beau avoir fait des milliers de soins depuis maintenant 10 ans, les résultats sont là. Alors pas toujours à la hauteur de ce qu'espérait la personne, de ce que moi-même j'imaginais, mais les résultats sont là. Donc, alors je vais être aussi honnête par rapport aux résultats. C'est quelque chose que je transmets aussi, que je partage dans les formations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle résultat? Alors, la guérison, je vous l'ai dit, c'est une co-création, donc ça ne dépend pas de moi, mais la guérison peut être un résultat, un mieux-être, un lâcher-prise, un sentiment de bien-être, d'apaisement, ce sont des résultats. Le sentiment de pouvoir recommuniquer avec sa famille, son conjoint, avec soi-même, ce sont des résultats. Le fait de pouvoir dormir, de pouvoir perdre du poids, de pouvoir profiter de la vie sans se prendre la tête, tout ça, ce sont des résultats et ce sont des formes de guérison.
Voilà, et c'est bien sûr exponentiel. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Dans l'aspect formation, euh, bien sûr, quand on va faire un traitement, je déconseille de vouloir guérir la personne. On pose l'intention de guérison, mais le mot guérison est un mot valise. Dedans, on peut tout y mettre. Et le mot guérison ne veut pas dire la même chose pour moi que pour le client, que pour le stagiaire. Donc c'est un mot valise. Chacun y mettra ce qu'il veut. L'intention, c'est la guérison. Mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de la personne totalement. C'est une co-création. Quand est-ce que j'estime que le résultat est atteint et que le Lao-Chi, le Reiki, l'hypnose ont apporté un plus à la personne? C'est très simple. Si sur 10 clients, 7 voire 8 clients me disent qu'ils ont reçu un résultat positif, alors je considère que nous avons co-créé quelque chose de positif et que c'était utile et nécessaire que l'on se rencontre. Si sur une semaine, je reçois 10 clients et que seulement 5 clients me font état de résultats positifs, alors je ne m'attribue pas ces résultats. Ils sont là, mais je les assimile à un effet placebo. Je veux dire par là que c'est autant leur création que la mienne. Donc là, pour moi, il n'y a pas de guérison dans le sens co-création. C'est soit une création de la personne qui a accepté le fait de guérir en venant me voir, et dans ce cas-là, on est dans la tranche 50% de l'effet placebo. Mais c'est très juste et ça va très bien. J'accueille le placebo, je le remercie, et c'est tout à fait intéressant d'avoir cet effet placebo. Les médecins holistiques long, les médecins traditionnels, rationnels long, et c'est très bien qu'on ait cet effet placebo, c'est la vie qui s'auto-guérit et c'est formidable. Donc à quel moment on peut considérer que notre intervention par la co-création a été utile? Eh bien dès qu'on commence à avoir 7, 8, 9 personnes qui nous disent depuis que je suis venu vous voir, les choses ont changé, je vais mieux et je sens que je suis sur mon chemin de guérison et j'ai envie de continuer. Et bien à partir de ce moment-là, je considère qu'on n'est plus dans l'effet placebo, on est passé à un autre niveau qui est l'effet de co-création qui génère ou pas la guérison en fonction des bénéfices cachés, induits de la guérison pour la personne. Voilà. Donc j'ai répondu un peu longuement, mais c'était des éléments qui me semblaient importants et intéressants à vous proposer. Ok. Voilà, si vous avez une autre question, n'hésitez pas, il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc voilà, donc je vous ai parlé du Lao Chi, de l'hypnose, de la méditation. Donc tout ça, ce sont des états de conscience modifiés, bien sûr, qui sont maintenant monitorés par la science. On a les IRM, on peut commencer à voir les différentes zones du cerveau qui sont stimulées lorsqu'une personne est en transe, quand elle est dans l'état d'hypnose, en auto-hypnose, quand elle est en train de faire un soin, quand elle est en train de méditer. Donc maintenant, on sait que tout ça correspond à de réelles manifestations cérébrales. Et ce que l'on sait aussi, c'est que lorsque la personne est en action de soin, par exemple, de méditation ou d'hypnose, la sphère qui gère d'ordinaire l'imaginaire, qu'on utilise pour créer quelque chose, n'est pas activée justement dans ces moments-là. Donc dans ces états modifiés de conscience, où l'on est en état de méditation, d'hypnose ou de soin, eh bien la sphère de l'imaginaire n'est pas activée. Donc tout ce que l'on vit sont des formes de réalité dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec l'imaginaire. Et ça, aujourd'hui, c'est accessible aux neurosciences et c'est donc maintenant acté. Donc, quand on voyage dans une autre dimension, cette autre dimension est réelle pour cette partie de nous qui voyage. Notre conscience, bien sûr. Et c'est pour ça que la guérison est efficace. Moi, je pratique beaucoup en cabinet, donc l'hypnose humaniste. Et pour les gens qui viennent me voir et qui ont déjà connu des séances d'hypnose, quand ils découvrent l'hypnose humaniste, ils sont retournés émotionnellement, intellectuellement. Ils ne comprennent pas. Déjà parce que ça n'a rien à voir avec l'hypnose traditionnelle ou des soins qu'ils ont pu faire auparavant. Parce qu'ils ont l'impression pendant toute la séance où ils sont totalement présents, en état de transe, hein, bien sûr, de pleine conscience, mais totalement présents, ben, ils ont l'illusion ou le sentiment qu'ils ont rêvé. C'est leur imaginaire qui a produit tous les états mentaux dans lesquels ils étaient. Et, et malgré
malgré ce sentiment d'illusion, ça ne les empêche pas de pleurer, de vivre des émotions fortes et de sentir que quelque chose s'est guéri en eux. Donc là, on perçoit bien que dès qu'on entre dans une transe de pleine conscience, c'est réel. Et aujourd'hui, on sait que le mental, aussi incomplet et aussi peu performant soit-il, eh bien, il ne fait aucune espèce de différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est pour ça que ça fonctionne, que ce soit l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste ou l'hypnose spirituelle. Donc quand vous vivez une transformation lors d'un soin et que vous voyez des choses, que vous vivez des choses, vous voyez des paysages, vous rencontrez des présences, eh bien vous ne rêvez pas. C'est réel. Et si en plus émotionnellement c'est corroboré par vos émotions, alors c'est réel, mais sur un autre plan. Voilà. Et c'est pour l'avoir vécu et le vivre régulièrement, bon, je ne peux pas vous dire autre chose, on n'est pas au niveau de la croyance, on est à un autre niveau de conscience. Donc sur le plan mental et rationnel, ça n'existe pas. Sur un plan d'abstraction, hein, sur le plan de la conscience, c'est totalement réel. Vous voyez, donc il y a cette dichotomie-là, et le fait d'expérimenter et de vivre physiquement l'expérience, ça vous donnera une réponse qui sera la vôtre et qui vous permettra de comprendre que la croyance n'a aucune espèce d'importance dans cette affaire-là. Quand vous avez vécu ça, ça vous marque à vie et ça vous fait grandir. Voilà, je vais en profiter pour reboire un petit peu. Voilà, donc le thème central de ce soir tournait autour du Lao Tzu. Je vous ai donc partagé des expériences personnelles de pleine conscience, d'initiation par le biais de mon corps astral, donc par l'expansion de conscience. Là encore, bien sûr, vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Je sais qu'il n'y a rien de plus difficile que de partager un vécu intime comme ça et spirituel, mais je ne cherche pas à être cru ou quoi que ce soit. Voilà, mon souci n'est pas là. Mon ambition, c'est juste d'accomplir ma mission d'âme et de partager. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous ai conseillé 2 ouvrages, donc je vous le rappelle. Vous avez bien sûr les manuels de l'association Active Zen, hein, que je vous ai présenté, et vous avez les 2 ouvrages complémentaires pour ceux qui viennent d'arriver, que je vous conseille fortement de lire, qui vont, je pense, nourrir votre réflexion. Donc vous avez Réveiller le chaman qui est en vous, qui est un très bel ouvrage, d'Arnaud Rioux, aux éditions Harmonie Solar. Le deuxième ouvrage, Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse, donc de Sylvie Détiolas et Claude Charles Fourier, aux éditions Guy Trédaniel. Et là encore, je ne peux que vous inviter à lire cet ouvrage sur les capacités de ce jeune homme qui donc depuis 10 années est étudié en laboratoire et qui est capable donc de sortir de son corps à volonté depuis maintenant plus de 20 ans puisqu'il fait ça depuis qu'il est tout petit. Bonsoir Valérie, merci, c'était merveilleux. Bah, écoutez, merci, je suis ravi que ça vous ait plu. Donc il y aura, merci Claude, il y aura bien sûr d'autres Facebook Live, et cette fois à l'heure, je vous le promets. J'aurai résolu mes problèmes techniques sur mon PC, sinon bah, je travaillerai à partir de mon téléphone portable, parce que somme toute ça fonctionne très bien. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée, un beau week-end. Donc j'ai fait ça dans un week-end un peu privilégié, c'est le week-end de l'Ascension, et vous l'aurez compris, ça n'est pas le fruit du hasard. Donc je vais vous souhaiter une belle ascension spirituelle aujourd'hui, les jours à venir, et sachez que la Terre nous aide à ascensionner aussi. Donc faites-vous plaisir, ascensionnez, faites de belles prises de conscience, partagez, car c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire ici-bas. Ne gardez rien pour vous, donnez tout ce que vous avez en termes d'expérience. Voilà, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire aussi, de partager. Et de mon côté, bah, je reviendrai vers vous, alors bien sûr toujours par les audios et les vidéos qu'il y a sur mon site, sur la chaîne Active Zen YouTube,
et sur le site ActiveZen, où là il y a d'autres audios qui sont des audios plus complets, donc payants malheureusement, mais qui sont de véritables séances d'accompagnement. Voilà. Merci Dané. Merci Karine. Alors, oui, très bonne idée. Je vais faire photo des deux couvertures de livres que je vous ai conseillées et je vais vous les mettre bien sûr sur Facebook, comme ça vous les aurez en proposition. Et pour ce qui est de la vidéo, Claude, on pourra la revoir puisque quand je vais terminer, je pense que Facebook me demande si je veux la publier sur ma page Facebook. Et bien évidemment, je vais le faire pour que vous puissiez la revoir. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, voilà, qui la découvriront donc lundi quand ils reviendront le week-end. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter bon week-end, un bon chemin d'évolution. Et Virgile, bienvenue aux prochains ateliers de formation. Tu es le bienvenu, bien sûr, que ce soit bien sûr l'auto-hypnose ou le Lao Chi, donc les ateliers et les formations, toujours sur la chaîne ActiveZen, sinon sur le site de l'association activezen.eu. Voilà, donc bon appétit, à très bientôt, merci pour tout, merci Valérie, plein de bonnes choses. Voilà, ok, super. Plein de bonnes choses. Namasté à vous tous, avec tout mon cœur. Merci. Au revoir.